Nous allons continuer l'intégration de notre site web d'Halloween. Donc, dans la première partie en CSS, ce qu'on avait fait, c'était d'intégrer l'entête ici avec une image d'arrière-plan. On avait aussi fait des survols sur les boutons ici. On avait mis le menu avec les survols de boutons. Donc, il nous reste à faire le reste. Ici, comme ces éléments-là ici, les articles qu'on va avoir mis dans notre page web. Donc, si on regarde la maquette, okay, on avait fait dans ma maquette ici, si on se souvient bien, un div wrapper. Pourquoi un div wrapper en réalité? Parce que je veux centrer mes articles ici au centre de ma page web. Et j'ai mis le div wrapper alentour de chaque section ici. Pourquoi? Parce que la couleur d'arrière-plan ne m'importe pas, c'est la couleur d'arrière-plan du body. Donc ici, on avait mis sur le nav la couleur orange et on a dit un div wrapper pour que mes éléments soient centrés dans ma page. Le header n'avait pas réellement besoin parce que en réalité l'image ici est en arrière-plan, donc on l'a centré en arrière-plan. Mais éventuellement, si on regarderait le footer aussi aurait la couleur bleue et on a un div wrapper qui nous centre notre élément, le texte qu'on va avoir ici. Si on revient ici à mon div wrapper, j'ai 3 sections à l'intérieur et chaque section est un article et un aside. L'article, c'est l'espace un peu plus pâle ici et le aside, c'est la version bleue ici sur le côté. Donc, on va commencer à intégrer cette partie-là. Donc, si je reviens dans ma page web, ici, on peut bien voir, ok, j'ai ma section ici et dans ma section, j'ai un article et j'ai un aside. De cette façon-là ici. Donc, moi, ce que je voudrais faire, je retourne dans ma maquette, je voudrais avoir mon article d'un côté et je voudrais avoir mon aside à côté aussi. Donc, on peut penser que c'est 2 colonnes. Okay? On voudrait avoir ça en 2 colonnes. Donc, on va utiliser, pour faire ça, on va utiliser les flexbox. Okay? Les flexbox, la façon que ça fonctionne, c'est de dire qu'est-ce que je veux mettre côte à côte. Donc, moi, c'est mon article que je voudrais qu'il soit à côté de mon aside. Présentement, ce sont 2 balises de type bloc. Okay? Donc, il s'affiche une par-dessus l'autre. Si je m'en viens voir ici, je reviens. J'ai l'article qui est ici et j'ai les ingrédients qui sont ici. Donc, ce sont des balises de type bloc qui se mettent dans le flux normal du document, un par-dessus l'autre. Donc, ce que je voudrais faire, moi, c'est de dire que pour mes sections, okay, j'en ai 3 sections, je voudrais mettre les éléments articles et aside côte à côte. Donc, ce qu'on va simplement dire, c'est on va aller ici, on va se dire que pour les sections, on va prendre un sélecteur d'éléments. Donc, les sections, moi, je veux les rendre en flexbox. Donc, je vais faire display flex. Okay. C'est toujours la même logique. Je me pose toujours la question, qu'est-ce que je veux mettre côte à côte? C'est les articles et aside que je veux mettre côte à côte. Donc, c'est toujours le parent qui va avoir le fameux display flex. Donc, la logique est toujours la même. Okay? Qu'est-ce qu'on veut passer côte à côte, article et aside? C'est le parent section que je veux mettre ici, que je veux mettre le display flex dessus. Donc, je m'en viens voir à quoi ça ressemble si je rafraîchis ma page. Et là, on a, parfait, mon article, mon aside. Je recommande ici, j'ai mon article, j'ai mon aside, j'ai mon article ici et j'ai mon aside de ce côté-là. Parfait, ça a bien fonctionné. Par contre, on n'a pas les bonnes grandeurs. Si je ne mets pas de grandeur à mon élément article et à mon élément aside, ben, c'est le navigateur qui décide et ça dépend du texte qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc, des fois, il va mettre plus d'espace pour un bloc ou l'autre bloc, tout dépendant de ce qu'on a comme élément à l'intérieur. Donc, c'est un peu arbitraire, c'est le navigateur qui va décider ça. Donc, moi, ce qu'on va faire, ben, je vais donner des grandeurs. Okay? Je voudrais mettre une grandeur fixe ici. Et comment je vais diviser ça? Ben, souvent, je pourrais aller voir, hein, on a notre fameux wrapper qui est de 1000. Donc, je voudrais diviser ça pour arriver à un total de 1000. Je reviens ici, je vais dire mon article.
je voudrais lui mettre un width. Donc, une grandeur, un width ici, et je vais lui mettre une grandeur de 700 pixels. Et pour le aside, je vais lui mettre un width de 300 pixels. Donc, ça me donne 1000. Parfait, ça fonctionne bien. J'ai 1000 de large. Je reviens voir ma page web. Je rafraîchis. Et voilà, mes articles ont un peu plus, surtout pour les ingrédients, on a plus d'espace, donc ça ressemble un peu plus à ce qu'on veut. Des petites choses qu'on va simplement faire. Je ne vais pas faire la page au complet, je vais vous laisser en faire une bonne partie. Il va falloir aller chercher les bonnes couleurs, donc mettre la bonne couleur pour l'article, mettre la bonne couleur pour le aside, l'arrière-plan. On pourrait regarder ici. Okay, regardez ce qu'on veut faire pour le texte. Si je m'en viens à ma maquette, l'image ici, le texte est à côté de l'image. Pourquoi que ça n'arrive pas ici? Si je pense à une balise image, c'est une balise de type inline, donc en ligne. Donc, j'ai de l'espace pour mettre d'autres images ou d'autres éléments en ligne. Mais comme lui, ici, c'est un titre de niveau 1H, donc un titre, c'est un élément de type bloc. Donc, lui, il veut prendre tout l'espace au complet qu'il peut occuper. Donc, comme il y a déjà un peu d'espace de précis, il va descendre sous une autre ligne et il va se mettre sous l'image. Donc, c'est le comportement normal, normal des éléments web. Qu'est-ce que je veux faire, moi, c'est de prendre ce texte-là et lui dire « Ok, tu peux venir le porter ici sur le côté. » Donc, ce qu'on va simplement se faire, c'est de dire que l'image qui est dans mon article, ben, je voudrais lui faire quelque chose. Okay? Et là, ben, il faut faire attention. Okay? On va voir ici. Je vais prendre, mettons, je vais prendre article, IMG. Et bon, si je regarde ma maquette ici, je veux que cette image-là, on va la mettre flottante, qu'on appelle. On va la faire flotter à gauche pour que l'image vienne se caler ici à gauche, mais que le texte vienne couler dessous l'image. Donc, on va lui dire ici float, donc c'est une image flottante, et je vais la mettre à left. Parfait. Je m'en viens voir ici à quoi ça ressemble ça ici. Oh, c'est ma maquette, je rafraîchis. Parfait. Il va me rester ici, sur mon image, à mettre une marge à droite et une marge en bas pour ressembler à ce qu'on a ici. Okay? Le texte n'est pas collé directement sur l'image, il y a une marge ici. Donc, pourquoi une marge? Parce que j'ai mon élément image et je veux un espace à l'extérieur de mon image. Donc, je vais lui mettre une marge pour pousser les autres éléments, donc avoir un espace extérieur entre les deux éléments. Parfait. Donc, je lui dis que je voudrais une marge ici. Et comment je fais pour savoir? Si je rentre dans la maquette, je vais chercher le texte. Je tiens le Alt enfoncé et on voit qu'il y a 20 pixels d'espace. Plus ou moins 20 pixels parce que j'ai une bordure là, ici. Mettons qu'on lui met quand même... Ben, mettons qu'on lui met 15 pixels parce que j'ai une bordure de 5. Donc ici, je vais lui dire margin right. Donc c'est à droite de l'image. Je voudrais avoir un 15 pixels de largeur. Comme j'arrive ici, bon pas celui ici, je vais aller plutôt ici. Et là, ça l'a bien décollé comme ceci. Okay? On pourrait lui dire aussi, fait la même chose pour le bas, donc margin bottom de 15 pixels. Okay? Ce qui va décoller aussi en bas le texte. Donc ici, à cause du texte, c'est un peu grand, mais quand on va mettre les marges, on va voir que l'image va rentrer un peu mieux. Par contre, en faisant ça, ce sont toutes les images qui sont dans un article qui ont le même, le même enlignement. Si je viens voir ma maquette ici, ben, en réalité, à l'occasion, j'ai une image à gauche et à l'occasion, j'ai une image à droite. Donc, il va falloir se trouver une stratégie pour passer d'une à l'autre. Parce que moi, mon image ici, elle est flottante, mais à droite. Donc, ça ne fonctionne pas avec ça ici. Donc, simplement, ce qu'on va faire, OK? On va
on va simplement aller dans notre HTML et on va dire que nos sections, ben, ils vont être spéciales. Il va y avoir des sections pour gauche et il va y avoir des sections pour droite. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est lui faire la classe et je vais lui dire align. Okay, c'est un terme qu'on utilise, qu'on invente, là. Donc, align left. De cette façon-là. Donc, cette section-là, elle est alignée à gauche. Ici, pour l'autre section, je vais lui faire une classe align right. Avec un underscore, comme ça ici. Et pour la troisième section, ben, je reviens, donc ici, je vais lui faire un align left. Hop, avec une classe. Ok, je vais couper ça, je vais mettre dedans. Donc, j'ai un align left. Donc, on voit bien, hein, ma première section a une classe align left, donc je vais faire quelque chose de particulier pour les articles et le aside. Ici, le deuxième il est align right et le troisième est align left. Okay. Donc, on peut s'imaginer que ici, j'ai 3 articles, mais si j'avais 4, 5, 6 articles, ben, je ferais le même principe. Align left, align right, align left, align right. Donc, je m'en irais un à gauche, un à droite. Parfait. Donc, par contre, ça n'a rien changé présentement dans ma mise en page. Ce que simplement je vais aller faire ici, c'est qu'au lieu d'utiliser article, okay, je vais lui dire ici, moi, c'est la section align left. Donc, je peux simplement dire align left. Okay. Comme je dis toujours en CSS, c'est toujours, on lit la règle de droite à gauche. Donc, ce sont les images qui sont dans un élément, peu importe que ce soit une section, un aside ou ce qu'on veut, mais dans un élément qui est align left. Donc, ici, mon image est bien dans une section qui a une classe align left. Donc, ça fonctionne pour cette section-là et ça va fonctionner pour l'autre section aussi. Mais ça ne fonctionnera pas pour le align right. Okay? Donc, le align right, lui, il ne sera pas touché par ça. Donc, l'image ici ne devrait pas être affectée. Je m'en viens ici, je rafraîchis. J'ai toujours la même image ici, mais on voit que la deuxième section, elle n'est pas affectée par mon alignement. Ce qu'on va faire, ben, c'est simplement, je vais copier ça et j'ai manqué ici. Et à la place, je vais faire align right. OK? Et le float, ben, je vais mettre un right. Et ce que je veux faire, c'est l'espace aussi. Et si je reste ça comme ça, là, et que je fais rafraîchir, ça fonctionne, mais l'espace, il l'a pris à droite. Moi, je voudrais prendre l'espace à gauche. Je voudrais pas que le 2 ici soit collé sur mon image. Donc ici, ce n'est pas align right, mais align left que je vais mettre. Et là, on rafraîchit et voilà, mon image est bien décalée. Donc, on a un espace à gauche lorsqu'on est mon image est flottante à gauche. On a un espace à droite, je veux dire. Ici, on a un espace à gauche quand mon image est flottante à droite. Parfait, ça s'en vient bien. Il me reste à mettre la bordure, la fameuse bordure qu'on a tout le tour des images. Une bordure, c'est assez facile, c'est avec l'attribut border, mais si je m'en viens voir dans mon CSS, est-ce que je vais le mettre pour l'image à gauche et le mettre à l'image à droite? En réalité, je devrais le mettre sur les deux images en même temps. Donc, il y a plusieurs possibilités. Je pourrais dire point align left image, virgule, point align right image, ou je pourrais simplement dire que comme c'est sur les articles là, que je voudrais mettre une bordure sur mes images, donc je vais simplement dire article image. Ce sont les images simplement qui sont dans l'article. Et la bordure, je vais faire border 5px 5px solide parce que je veux avoir une ligne pleine. Et la couleur, ben, il faut aller la sélectionner dans la maquette. Donc, si je m'en viens ici, je m'en viens comme ça ici, il y a une stroke.
Donc, c'est cette couleur-là ici que je vais aller copier et que je vais mettre ici. Donc, la bordure, je ne voulais pas la répéter 2 fois. Je ne voulais pas la mettre ici et ici. Pourquoi? Parce que peut-être que la couleur ou la dimension de la bordure va changer dans un futur. Peut-être que le designer va dire « Ah, ben en fin de compte, est-ce que tu pourrais le mettre à 3 pixels, à 6 pixels? Est-ce que tu peux changer l'orange? » Ben, il fallait que je le change à 2 endroits. Et il y a toujours un risque d'erreur lorsqu'on doit changer, manipuler 2 endroits différents pour faire des modifications. Donc ici, je suis certain que je vais le modifier à un endroit et la bordure va se faire sur tous les éléments en même temps. Donc c'est sûr ici que comme je n'ai pas mis la couleur d'extérieur, la bordure elle est bien là, mais elle est peut-être un petit peu difficile à voir, mais on va la voir quand vous aurez mis la couleur en arrière-plan ici. Une des choses qu'on a fait, c'est de mettre l'image flottante et de mettre la bordure, comme ça ici. On va s'occuper aussi de mettre les éléments. Okay? Je voudrais que ce boîte-là ici soit de l'autre côté. Okay? Donc, un principe lorsqu'on va intégrer des éléments HTML, c'est d'essayer de toujours avoir la même structure. Pourquoi? Parce que les programmeurs, eux, vont habituellement, c'est eux qui vont générer ces éléments-là. Nous, on va en faire une version. Le programmeur, lui, va aller chercher des éléments, des textes qui sont dans la base de données, et il va répéter cet élément-là. Donc, pour lui, ça lui tente pas, lui, de commencer à dire « Ok, des fois, il faut que je mette le aside avant, des fois, il faut que je mette le aside après. » Donc, la structure va toujours être identique en HTML. Article, aside, peu importe qu'on soit à gauche ou à droite, ça n'a aucune importance, c'est la structure des données vont toujours être comme ça. Par contre, nous, on peut jouer après ça en CSS ici. Surtout parce qu'on a fait des flexbox. Je vous montre un site web, on s'en vient ici, sur lequel on va se baser toujours. Okay? Je vais simplement taper flexbox, comme ça ici. Et le premier, là, le csstricks.com, A Complete Guide to Flexbox, c'est le site excellent comme référence. Okay? Il est en anglais, c'est pas grave, vous allez voir, c'est assez facile à comprendre. On a 2 colonnes dans ce site-là. On a la propriété pour le parent, le flex container qu'on appelle, et on a pour les enfants, les propriétés pour les enfants, donc le flex item. Dans notre cas, si je reviens voir ma page web, le flex container, c'est notre section, c'est celui sur lequel on a mis display flex, et les flex items, ce sont les éléments, ici, aside et article. Donc, si on regarde tout ce qu'on peut mettre sur le parent, bon, dont le fameux display flex, on l'a mis sur le parent, donc on a le droit. Et là, vous allez avoir énormément de propriétés ici, comme flex direction, si on veut aligner différemment, les mettre à l'envers, en mode inversé. On pourrait avoir le flex wrap éventuellement, parce que nos éléments, on voudrait qu'ils reviennent à la ligne. Donc, plusieurs propriétés comme ça ici, qu'on va pouvoir utiliser. Toutes ces propriétés-là se mettent sur le parent. Si je reviens encore, mon parent, moi, c'est section. Et on a des propriétés spécifiques pour chaque item. Donc, les flex items, dans notre exemple, c'est article et aside. Et là, on peut jouer avec l'ordre d'apparition des éléments et comment ils vont grossir, se rapetisser selon les propriétés qu'on va faire. On ira un petit peu plus loin un peu plus tard là-dessus. Mais on a tous les éléments qui se mettent sur les items de notre flexbox. Donc, un qui je voudrais utiliser, c'est justement le order, okay, qui me permet de dire change l'ordre. Présentement, mon ordre, moi, c'est mon article et mon aside. Mon article et mon aside. Mais pour la version ici, je voudrais avoir que mon aside soit de l'autre côté. Okay? On va venir ici. On va dire, OK, parfait, moi, sur les sections qui ont un align right, bon, align right, et moi, ce que je veux bouger, c'est mon aside. Je voudrais que le aside ici bouge. Je vais faire aside, comme ça ici. Donc, ce sont les aside, les éléments aside qui sont à l'intérieur de align right. Qu'est-ce que je veux faire? Ben, je m'en viens voir ici et je veux simplement changer l'ordre. Et comment on fait? C'est de mettre l'ordre
puis la valeur qu'on veut. Par défaut, tout le monde est sur le groupe 0. Donc, tout le monde a la même valeur, tout le monde est à 0. Et on peut aller dans les négatifs ou les positifs. Donc, ici, je vais simplement faire order et je vais lui indiquer -1. Donc, si tout le monde est dans 0, le aside, ben, il va s'en aller à -1, donc le article va rester à 0. Donc, on va simplement avoir changé de côté les éléments. Et on voit que mes ingrédients sont rendus ici et l'article est rendu ici. Donc, à cause qu'on a passé en flexbox, ben ici, ça nous permet de jouer avec l'ordre d'un élément en particulier, d'un item en particulier. Ok? On a le flex, comment il l'indique ici, on a le flex container et le flex item. Donc, le flex container, c'est celui qu'on a mis display flex, et le flex item, ben, on peut jouer sur certains éléments seulement. Donc, moi, j'ai passé ce aside-là en ordre -1 et il est venu se placer en premier. Donc, de cette façon-là, on peut jouer sur nos éléments et les mettre dans l'ordre qu'on voudrait. On pourrait avoir 3, 4, 5 colonnes et on pourrait jouer, les mettre dans l'ordre qu'on voudrait ici. On avance dans notre mise en page. Je vais vous laisser faire quelques éléments tout seul, des choses qu'on a déjà vues, mais une des choses qu'on a moins vues, c'est le fameux bouton qui est ici. Okay? Donc, si on regarde dans ma maquette, je vois que le bouton est rond avec une bordure et un arrière-plan. Et si je m'en viens ici, c'est pas parce que c'est dans le right qui est comme ça, c'est au survol. Au survol, je voudrais changer l'arrière-plan et la couleur de l'élément. Donc, je regarde ça ici, je me dis parfait, je regarde, le bouton fait 40 par 40 de large, donc il est rond. Je vais aller dans mon HTML, okay, je voudrais juste voir comment est fait le bouton, c'est un lien A, on a mis un caractère. Ici, hein, on avait vu, juste pour rappeler que c'était les caractères comme ça ici qu'on avait été chercher, donc c'est l'encodage HTML. Donc, je voudrais parler, moi, à ce bouton-là directement. Comme on a un seul A dans le aside, on pourrait parler ici à aside A, de cette façon-là, comme ça. Et je voudrais mettre ici les éléments de mon bouton. Donc, première chose à voir, on avait vu que c'était 40 par 40. Donc ici, je vais lui mettre un width de 40 pixels et un height de 40 pixels. OK, parfait comme ça ici. Je vais tout de suite aller chercher la couleur d'arrière-plan, puis je vais essayer de mettre une couleur d'arrière-plan de ça. Donc, je m'en viens ici. Oh, là, j'ai la flèche. Je vais plutôt aller chercher le background comme ça ici. Donc, j'ai une couleur d'arrière-plan que je copie et que je lui donne ici un background color avec un dièse et la couleur que je veux. Je vais aller voir ce que ça va donner dans ma page web. Je rafraîchis. Et en réalité, mon arrière-plan, il n'est pas 40 pixels par 40 pixels. Donc, si je fais inspecter dessus, même si je lui ai dit que je voulais un 40 pixels par 40 pixels, si je m'en viens voir juste le A ici, ben, il me donne 10 pixels par 21. Donc, pourquoi il n'a pas pris le width et le height? Encore là, c'est notre fameux modèle de boîte. Présentement, un lien A, c'est un élément de type inline. Donc, la largeur et la hauteur de l'élément, c'est son contenu. Donc, même si je mets un width et un height, vu que c'est un élément inline, un élément en ligne, ben, sa hauteur et sa largeur, c'est la fameuse petite flèche qui va l'indiquer. Donc, il va falloir trouver une stratégie pour dire, ben non, moi, je veux vraiment un width et un height ici. Donc, on va simplement dire ici qu'on veut avoir un display block. Donc, j'ai changé la
le display de mon élément A qui était habituellement inline et je l'ai mis en bloc. Et là, si je viens rafraîchir, et là, j'ai le droit justement de dire parfait, comme c'est un élément bloc, j'ai le droit de jouer avec le width et le height. Okay? Et regardez ce qu'on voit, c'est que si je sélectionne ici mon A, l'élément ferait 40 par 40 et j'ai une marge automatique à côté parce que c'est un élément bloc quand il veut prendre tout l'espace au complet de l'élément. Donc, parfait, j'ai ça ici. Je voudrais avoir un élément rond. Okay? Donc, ici, simplement, je vais aller lui dire que mon élément, moi, il y a des coins ronds. Donc, on appelle ça des border-radius. Okay? C'est pour mettre les coins ronds. Et là, je peux lui donner une valeur en pixels. Mettons que je mets 10 px. Je m'en viens voir ici. Ouais, on voit que mon élément a des coins ronds ici. Donc, si je veux vraiment que ça soit un rond parfait, ben je dois mettre ici la moitié de la valeur de mon 40 pixels. Donc, je pourrais ici lui dire 20 pixels. Ça va fonctionner. OK, j'ai un élément rond. Par contre, le problème qu'il y a, c'est que si ici, je décide de dire, OK, ben moi, c'est du 50 par 50 que je veux, puis que j'oublie de changer le border radius, ben en réalité, j'ai plus réellement un rond parfait, là, OK? Parce que ici, il faudrait que je mette 25. Donc, je serais obligé de changer à chaque fois. On va se trouver une autre stratégie, plutôt. On va lui dire en pourcentage. OK? Combien de pourcentage? Donc, moi, je veux 50% de rayon pour mon carré. Donc, peu importe ici la valeur que je vais mettre, ça va toujours être 50%. Donc, c'est la moitié du width et du height. Donc, si je mettais 100 ici, ça va être 50 px. Si je mets 3 à 100, ça va être 150 px. Donc, 50% beaucoup plus adapté dans ce cas-ci pour jouer avec nos éléments. Et je rafraîchis et on voit bien que j'ai un rond ici. Donc, on pourrait toujours faire le border. Border comme ça ici. Je vais aller voir dans ma maquette toujours. OK. Donc ici, la stroke, c'est de 3 pixels. Et je vais simplement ici aller chercher, comme ça ici, 3 px. Je vais avoir solide. Et la couleur que j'ai pris. Donc, on revient voir ma maquette. Je rafraîchis. Parfait. Ensuite de ça, j'ai une couleur. Okay? J'ai une couleur pour la typographie ici. Donc, si je m'en viens voir dans ma maquette encore une fois, j'ai une couleur comme ça ici. Si je m'en vais chercher le texte, on voit c'est la couleur noire que j'ai ici. Et c'est du courrier que j'ai. Okay? Du courrier en bold et en 21 px. Donc, si je m'en viens voir, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je me dis, parfait, sur mon A, je voudrais avoir une font family qui est du courrier. Courrier, c'est une typographie à espace identique. Quand on parle de typographie d'espace identique, on l'a dans WebStorm. Ça, c'est de la typo identique. Le M a la même largeur qu'un F, le A a la même largeur qu'un A. Pourquoi on fait ça? Pour que les lettres soient toujours bien alignées dans des colonnes. Donc, des typographies monospace qu'on appelle. Donc, c'est toujours des typographies qu'on a dans des éditeurs de texte parce que ça fait justement des colonnes parfaitement droites lorsqu'on arrive. Donc, ici, on voit j'ai plus de lettres, mais mon 2 points s'enligne parfaitement bien avec le A. Si j'avais pas une typographie monospace, les M seraient beaucoup plus larges qu'un L ou qu'un T, et on aurait des espaces différents. On n'arriverait pas à la même, toujours parfaitement en colonne dans un éditeur de texte. Donc, si j'avais décidé de mettre du courrier, ok, si on se fie ici, j'ai un petit avertissement, ok, j'ai un avertissement ici qui me dit que j'ai un warning. Le warning est pour ça ici, c'est d'insérer une font générique. Si je regarde les fonts génériques que j'ai, serif, sans serif, c'est pour ça. Moi, c'est du monospace dans ce cas-ci, c'est un espace identique. Donc, parfait, ça répond à ce que j'ai besoin. Ensuite de ça, on avait dit que la couleur, ok, de mon élément, c'était du noir. Ok, je mets du noir, pourquoi? Parce que le A ne prend pas la couleur du parent. OK, on le voit ici, c'est en bleu. Même si j'avais dit que le texte était blanc,
ben ça n'a pas fonctionné pour la flèche parce qu'un élément A est particulier. On doit vraiment indiquer la couleur directement pour cet élément-là. Ben, c'est parfait. Ce que j'ai fait ici, c'est de mon A était black. Fait que là, si je m'en viens voir, on voit, c'est devenu noir. Ce que je vais faire aussi, c'est de le mettre en gras. Donc, c'est font weight. NT-weight, comme c'est ici, font weight. Et je veux l'avoir en gras. Et une autre chose aussi, c'est le fameux souligné que j'ai. Je voudrais enlever le souligné. Donc, c'est text, decoration, none. Et là, j'arrive comme ça ici. Parfait. On voit bien que ça a enlevé. Par contre, ma flèche, bon, j'ai peut-être la typographie. Il faudrait que je mette aussi le font size. On avait dit que c'était du 21px. Je reviens, je rafraîchis. Bon, ça grossit un petit peu. Mais ma flèche n'est pas centrée dans mon cercle. Il y aurait une possibilité, okay, de faire du text align. Comme ça ici. Texte, pas de E. Align. Center. Donc, ça va centrer mon texte. OK. Ça pourrait faire l'affaire, mais moi, je trouve que la flèche, elle n'est pas centrée en hauteur. Et là, ça, c'est plus difficile, centré en hauteur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas prendre Text Align Center. OK. Mais je vais utiliser aussi les Flexbox. OK. Je vais quand même utiliser les Flexbox pour aligner. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux prendre la flèche qui est ici et la mettre en Flexbox. Parfait. C'est le même principe tout le temps. Qu'est-ce que je voudrais mettre centré ou en tout cas de bouger? C'est l'élément qui est ici. Donc, je vais aller mettre sur le A un display flex. J'arrive, ben ouais, mais j'ai déjà mis display block. Pas grave, parce que flex et block, ça se ressemble un peu. Donc, ici, quand je vais faire display flex, je vais avoir le droit de jouer aussi en width et en height. C'est vraiment juste le display inline qu'on n'a pas le droit de jouer en width et en height. Donc, que j'ai écrit ici display flex ou display block, ça ne change rien. Par contre, ça va changer beaucoup pour pouvoir faire l'alignement à l'intérieur. Donc, je m'en viens ici, je rafraîchis. Ça ne change rien. OK, je suis aligné à gauche. J'avais enlevé mon text align center. Et là, qu'est-ce que je devrais mettre ici? Et bien là, si on va voir notre fameux site, qu'est-ce que j'ai le droit de mettre? Bien, si je m'en viens ici, Flex Direction, non, si je ne veux pas les avoir en ordre inversé. Flex Wrap, bon, j'ai juste un élément, c'est pas tout à fait ça. Flex Flow, c'est pour un raccourci pour les deux d'en haut. Et j'arrive ici, Justify Content. Et on a un Center. Donc, Justify Content de gauche à droite va pouvoir me permettre de centrer. Et si je descends un petit peu plus bas, j'ai un Align Item Center qui me permet de centrer en hauteur. Parfait, c'est ça que je vais utiliser. Justify Content Center, Align Item Center. Je m'en reviens voir mon élément. Ici, je rafraîchis. Et là, ma flèche, elle est vraiment centrée au milieu de l'élément. Parfait, ça fonctionne. Ensuite de ça, si je m'en viens voir ici, okay, l'élément, il est complètement à droite. Okay. Comment je vais faire pour pouvoir mettre le bouton à droite complètement dans l'interface? Okay? Mon bouton est à droite, autant à gauche, ici si je suis aligné à gauche ou si je suis aligné à droite, comme ça ici, mais mon bouton est toujours complètement à droite de mon texte. Donc, si je m'en viens voir, j'inspecte ça ici. OK, si je regarde sur mon A, comme ça ici, je ne sais pas pourquoi que ça fait ça, je m'en viens ici. OK, sur mon A ici, en réalité, j'ai un espace complètement à droite. OK, donc, on voit le beige comme ça, c'est de la marge. Donc, par défaut, lorsque j'ai mis mon Flexbox ou mon Display Block et que j'ai mis une largeur de width, un width de 40 pixels, tout le reste, c'est de l'espace pris en marge sur le côté. OK. On a un autre principe comme ça qu'on fait depuis le début, c'est lorsque je veux centrer mon site web. Quand je veux centrer mon site web, je lui donne une largeur et par défaut, toute la largeur est mise à droite. Mais nous, dans le wrapper, ce qu'on lui dit, c'est que met la marge de gauche à auto et met la marge de droite à auto, donc il divise les marges dans les deux côtés comme ça ici.
En réalité, moi, c'est le même principe ici. Sur mon A, si je lui dis ici de mettre un margin left à auto, okay, ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé. Au lieu de mettre la marge de droite automatiquement, moi, je lui ai dit, me prends la marge de gauche automatiquement. Et il a été mettre toute sa marge à gauche complètement et le bouton est venu se positionner complètement de l'autre côté ici. Okay? Et on ne voit pas la bordure ici à cause du orange. Là, quand vous aurez mis les couleurs d'arrière-plan, ça va aller mieux. Donc, on va simplement aller mettre ça ici. On lui dit Display Flex et je vais ici lui faire une marge gauche automatiquement. Donc, on ne verra pas de changement parce que je l'avais déjà appliqué ici, mais ça ne s'applique pas dans mon fichier directement. Donc, ma flèche, elle est complètement à gauche. Il nous reste une chose à faire encore, c'est au survol, parce qu'on voit que c'est un lien, hein, on voit que la main ici change, mon curseur c'est une flèche noire, mais j'ai une main lorsque j'arrive par-dessus un A. Moi, je voudrais avoir un effet encore plus que ça. Donc, ce qu'on va simplement aller faire, c'est de dire que moi, le fameux aside, le A qui est dans un aside, mais en hover, comme ça ici, qu'est-ce que je veux faire? Rendu là. Mais rendu là, je voudrais simplement changer la couleur. Donc, la couleur d'arrière-plan et la couleur du texte. Donc, couleur du texte, je m'en viens dans ma maquette, ici comme ça. Je regarde le A ici. Je vais me rapprocher pour être sûr. Donc, ça, c'est mon texte. Le texte, bon, il est noir, mais c'est pas en version normale que je veux, c'est en version survol. Comme ça ici. C'est lui que je veux. Donc, ici, j'ai mon texte. Je vais aller chercher la couleur. Je reviens ici. Donc, ça, c'est la couleur de mon texte. Et le background color, la couleur que je vais aller chercher, c'est le fameux background color ici. Et je vais aller coller ma couleur. Donc, en survol, en hover, le A qui est dans un aside va prendre cette couleur-là et ce background couleur-là. On revient ici, je m'en vais dans ma page d'Halloween. Bon, ça ne change rien si je m'en viens et que je fais un survol et on voit que l'élément ici va changer de couleur. Autre chose que je voudrais voir avec vous, c'est justement lorsque je vais cliquer sur ces liens-là. Okay? Sur ces liens-là, présentement, je clique dessus, ça me mène en haut de la page, ou quand je clique sur ça ici, il ne se passe rien. En réalité, il s'est passé quelque chose que vous n'avez peut-être pas remarqué. Quand vous avez cliqué, si vous regardez l'URL, il est venu porter un dièse ici. Bon, si je l'efface et que je fais Enter, ça ne change rien, mais quand je vais cliquer sur ça, on voit que le dièse est apparu ici. Pourquoi il met un dièse? Parce que simplement, dans les href ici, vous avez mis un dièse, et aussi dans les fameux href qu'on a dans le menu ici, on a mis des dièses. Donc, un dièse, ça recharge la page et ça nous amène en haut complètement de la page. Donc, on va simplement, à la place des dièses, on va vouloir faire un saut dans la page. Ce qu'on appelle des anchors. Okay? Donc, ici, pour mon muffin, simplement, je vais mettre dièse, mais muffin. Okay? Comme ça ici. Pour l'autre, je vais simplement mettre un dièse soupe. Et l'autre, je vais mettre un dièse ragoût. Okay. Ces noms-là doivent être uniques. Okay? Ça fait un saut à un espace unique simplement. Et comment je fais pour savoir où ça va aller? Bien, je vais identifier l'emplacement où je voudrais faire le saut. Donc, le premier ici, ma première section, c'est le muffin. Je vais lui donner un identifiant, un ID. Un identifiant est unique. On ne peut pas avoir deux identifiants pareils. Donc, ici, c'est muffin. Okay, je ne peux pas avoir deux identifiants là, deux fois. Mettons, je m'en viens dans l'article ici. Vous allez voir, de toute façon, WebStorm va me donner une erreur. MUFFINS. Okay, on le voit. WebStorm m'a donné une erreur et me dit que je vais avoir ici deux fois le même identifiant. Je n'ai pas le droit. Okay? Donc, un identifiant est unique. Ça me donne vraiment
ça m'identifie vraiment cette section-là. Okay? On ne va pas utiliser les ID pour mettre des CSS, okay? On va plutôt utiliser les classes, malgré qu'on pourrait. On pourrait mettre des ID, mais on va voir plus loin dans la formation qu'un ID a un poids de plus grande valeur qu'une classe, donc ça peut occasionner des problèmes. Donc les ID, on va s'en servir en programmation JavaScript si on veut identifier quelque chose d'unique, ou dans les anchors de cette façon-là. Et là, la même chose, je vais arriver ici dans l'autre section, qui est la soupe. Je vais donner un ID, et je vais lui donner soupe, comme ça ici. Et dans l'autre section, je vais lui donner un autre ID, et je vais lui donner ragoût. Okay. Il faut vraiment que les noms qui sont ici soient exactement les mêmes noms. Si j'ai fait une faute de frappe, ça ne fonctionnera pas. Je ne pourrai pas... le anchor ne fonctionnera pas. Donc, je m'essaye pour voir ici. Je rafraîchis ma page. Je m'en viens ici et je clique sur ragoût. Et j'ai descendu. Okay? La page n'est pas assez longue pour pouvoir amener ragoût ici en haut. Donc, la page, c'est juste qu'elle n'est pas assez longue. Mais regardez, si je fais soupe, ben, on voit que vraiment la section qui est ici arrive vraiment au bord. Mais pour le ragoût, comme je suis complètement en bas, déjà de la page, là, je ne peux pas ici descendre plus bas, là, je suis vraiment en bas, ben bon, le ragoût va s'afficher ici. Mais si je fais muffin, on voit que l'entête est partie. L'entête est juste en haut, mais muffin m'a ramené ici. Et regardez ce qui est écrit ici. Il m'a fait dièse muffin. Donc, je m'en viens ici, il m'a fait dièse soupe. Et je remonte en haut et je m'en viens là, il me fait un dièse ragoût. Okay? Donc, en réalité, sur n'importe quel site, si vous regardez qu'il y a des ID, ben, on pourrait simplement mettre le dièse ragoût et vous allez arriver directement dans une page à cet endroit-là. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne aussi ici parce que j'ai dit que ça monte en haut. Mais habituellement, on ne va pas laisser un dièse comme ça tout seul. Donc, simplement dans ma page ici, je vais lui dire, OK, moi, c'est le header que je voudrais, donc je vais mettre un ID ici, et je vais écrire top. Donc, moi, le ID, c'est top ici. Donc, si je m'en viens ici, simplement, je vais lui dire top. OK. Et j'identifie réellement bien, explicitement, qu'est-ce que je veux faire lorsque je vais cliquer sur le lien. Donc, c'est d'aller top en haut de cette façon-là. Donc, je reviens ici. Je rafraîchis, je m'en viens. Quand je vais cliquer, automatiquement, c'est écrit top. Quand je m'en viens plus bas, on peut voir ici que ça fonctionne bien. Donc, c'est les fameux liens internes dans la page, des anchors internes dans la page où on peut se promener. Des fois, on a de très longs one-pager dans des pages très grandes. Et là, on peut s'amuser et avoir des menus comme ça et un bouton qui remène complètement en haut de cette façon-là. Donc, c'était pour les liens internes. Donc, on peut s'amuser à faire des liens internes comme ça. Ce qui vous reste à faire pour finir le site web, ben, en réalité, il vous reste à mettre les bonnes couleurs d'arrière-plan. Okay. Présentement, le texte aussi, faites attention, le texte est blanc ici. Et pourtant, moi, quand je m'en viens, le texte ici n'est pas blanc, ben, il est orange, donc il faudrait faire attention à ça. Regardez la grandeur des titres, la grandeur de la typographie, pour être sûr et certain que ça fonctionne bien. Regardez aussi, OK, pourquoi j'ai du vert ici comme ça? Simplement, quand on a ici, bon, moi c'est marqué 80, c'est le fameux zoom où est-ce que je suis rendu. Si je prends la flèche et que je fais Layout Grid, ça enlève ces éléments-là. OK, moi je vous ai mis le vert simplement pour vous montrer où il y a du padding. Donc, moi, le padding, c'est quoi? Je le répète. Je regarde ici, mettons, l'élément, OK? Il est bleu tout le tour, mon aside, mais mes éléments ne sont pas collés sur le bord de mon élément aside. J'ai mis un padding pour éviter que les éléments soient collés parce que c'est plus difficile à lire. Donc, en mettant un padding sur tout le aside, ben, tous les éléments à l'intérieur vont être décollés. J'ai fait la même chose ici, okay, pour l'article. J'ai un padding tout le tour, donc mes textes ne sont pas collés. Donc, en réalité, tous les articles et tous les asides ont le même padding, donc c'est pas gauche-droite, ça va être vraiment fait pour tout le monde. J'ai le même problème, et la même chose ici, j'ai une ligne, ok, et en mettant le padding, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a la fusion des marges. Okay, si je n'avais pas mis de padding,
la marge de mon P aurait poussé mon footer. Donc, en mettant un padding ici, ça règle mon problème de fusion des marges qu'on aurait. OK? Et bon, on le voit aussi ici, j'avais mis du padding. Je pense qu'on l'a fait de ce côté-là. Ensuite de ça, il vous reste aussi à vérifier les espaces qu'on a entre les articles. Et ça, ben, j'ai pas mis de couleur. Pourquoi? Parce que ça, c'est des marges externes. Donc, c'est du margin. Donc, il faut regarder quel espace que j'ai ici et c'est du margin. OK? Une marge externe. La marge interne, c'est pour pousser les éléments à l'intérieur de la bordure, du bord de mon élément. Donc, ça pousse les éléments qui sont à l'intérieur du bord de mon élément. Tandis que des marges, c'est l'espace entre deux éléments. Donc, les deux sections ici, je voudrais un espace, je ne voudrais pas qu'il soit collé, ben, je vais mettre une marge. La même chose ici, et on a la même chose ici. Donc, il vous reste à terminer le site, parce que présentement, ce qu'on a, c'est ça ici. Donc, on a les liens qui fonctionnent, on a le lien qui revient en haut comme ça ici, mais présentement, je n'ai pas de couleur d'arrière-plan, le texte, vérifier la couleur, la typographie, l'espacement, ok, que ce soit pas collé, que ce soit espacé, soit avec des marges ou avec du padding. Donc, je vous laisse finir le reste du site parce que le reste, je crois que vous êtes capable de le faire tout seul.